Rien ne change lorsque la société brise le miroir de la folie, abolit les asiles, rend la parole aux fous, etc., ni quand la science semble briser le miroir de son objectivité, s'abolir devant son objet, comme chez Castaneda, etc., et s'incliner devant la différence. À la forme de l'enfermement succède celle d'un dispositif innombrable, diffracté, démultiplié. À mesure que l'ethnologie s'effondre dans son institution classique, elle se survit dans une anti-ethnologie dont la tâche est de réinjecter partout de la différence-fiction, du sauvage-fiction, pour cacher que c'est ce monde-ci, le nôtre, qui est redevenu sauvage à sa façon, c'est-à-dire dévasté par la différence et par la mort. C'est de la même façon, sous le prétexte de sauver l'original, qu'on a interdit les grottes de Lascaux aux visiteurs, mais qu'on en a construit l'exacte réplique à 500 mètres de là, pour que tout puisse les voir. On jette un coup d'œil par le Judas sur la grotte authentique, puis on visite l'ensemble reconstitué. Il est possible que le souvenir même des grottes d'origine s'estompe dans l'esprit des générations futures. Mais il n'y a, d'ores et déjà, plus de différence. Le dédoublement suffit à les renvoyer toutes deux dans l'artificiel. Ainsi, toute la science et la technique se sont mobilisées récemment pour sauver la momie de Ramsès II. Après l'avoir laissé pourrir quelques dizaines d'années au fond d'un musée, l'Occident est saisi de panique à l'idée de ne pouvoir sauver ce que l'ordre symbolique avait su conserver pendant 40 siècles. Mais loin du regard et de la lumière, Ramsès ne signifie rien pour nous. Seule la momie a un prix inestimable, car elle est ce qui garantit que l'accumulation a un sens. Toute notre culture linéaire et accumulative s'effondre si nous ne pouvons pas stocker le passé en pleine lumière. Pour cela, il faut sortir les pharaons de leur tombe et les momies de leur silence. Pour cela, il faut les exhumer et leur rendre les honneurs militaires. Elles sont du même coup la proie de la science et des vers. Seul le secret absolu leur assurait cette puissance millénaire. Maîtrise de la pourriture qui signifiait la maîtrise du cycle total des échanges avec la mort. Nous ne savons plus que mettre notre science au service de la réparation de la momie, c'est-à-dire restaurer un ordre visible, alors que l'embaumement était un travail mythique visant à l'immortaliser une dimension cachée. Il nous faut un passé visible, un continuum invisible, un mythe visible de l'origine qui nous rassure sur nos fins, car nous n'y avons au fond jamais cru. D'où cette scène historique de la réception de la momie à l'aéroport d'Orly. Parce que Ramsès était une grande figure despotique et militaire? Certes, mais surtout parce que notre culture rêve, derrière cette puissance défunte qu'elle cherche à annexer, d'un ordre qui n'aurait rien à y voir avec elle. Et elle en rêve parce qu'elle l'a exterminé en l'exhumant comme son propre passé. Nous sommes fascinés par Ramsès comme les chrétiens de la Renaissance l'étaient par les Indiens d'Amérique. Ces êtres, humains, qui n'avaient jamais connu la parole du Christ. Il y a eu ainsi, dans les débuts de la colonisation, un moment de stupeur et d'éblouissement devant cette possibilité même d'échapper à la loi universelle de l'Évangile. De deux choses l'une, alors, où on admettait que cette loi n'était pas universelle, ou on exterminait les Indiens pour effacer les preuves. En général, on se contentait de les convertir, ou même simplement de les découvrir, ce qui suffirait à leur extermination lente. Ainsi, il aura suffi d'exhumer Ramsès pour l'exterminer en le muséifiant. Car les momies ne pourrissent pas par les vers, elles meurent de transhumer d'un ordre lent du symbolique, maître de la pourriture et de la mort, vers un ordre de l'histoire, de la science et du musée, le nôtre, qui ne maîtrise plus rien, qui ne sait que vouer ce qui l'a précédé à la pourriture et à la mort, et chercher ensuite à le ressusciter par la science. Violence irréparable envers tous les secrets, violence d'une civilisation sans secret, haine de toute une civilisation contre ses propres bases. Et tout comme pour l'ethnologie, jouons à se dessaisir de son objet pour mieux s'assurer dans sa forme pure. Ainsi, la démuséification n'est qu'une spirale de plus dans l'artificialité. Témoin le cloître de Saint-Michel de Cuxa, qu'on va rapatrier à grands frais des cloisters de New York pour le réinstaller dans son site original.
et tous d'applaudir à cette restitution comme à l'opération expérimentale de reconquête des trottoirs des Champs-Élysées. Or, si l'exportation des chapiteaux fut en effet un acte arbitraire, si les cloisters de New York sont bien une mosaïque artificielle de toutes les cultures, selon une logique de la centralisation capitaliste de la valeur, la réimportation sur les lieux d'origine, elle, est encore plus artificielle. C'est le simulacre total qui rejoint la réalité par une circonvolution complète. Le cloître eut dû rester à New York dans une ambiance simulée qui du moins ne trompait personne. Le rapatrier n'est qu'un subterfuge supplémentaire pour faire comme si rien ne s'était passé et jouir de l'hallucination rétrospective. Ainsi, les Américains se flattent d'avoir ramené le nombre des Indiens à celui qu'il était avant la conquête. On efface tout et on recommence. Ils se flattent même de faire mieux et de dépasser le chiffre originel. Ce sera la preuve de la supériorité de la civilisation. Elle produira plus d'Indiens que ceux-ci n'étaient capables de le faire. Par une dérision sinistre, cette surproduction est encore une façon de les détruire. Car la culture indienne, comme toute culture tribale, repose sur la limitation du groupe et le refus de toute croissance libre, comme on le voit dans Ishi. Il y a donc là, dans leur promotion démographique, un pas de plus dans l'extermination symbolique. Ainsi partout, nous vivons dans un univers étrangement semblable à l'original. Les choses y sont doublées par leur propre scénario. Mais ce double ne signifie pas, comme dans la tradition, l'imminence de leur mort. Elles sont déjà expurgées de leur mort, et mieux encore que de leur vivant, plus souriantes, plus authentiques, dans la lumière de leur modèle, tels les visages des funeral homes. Hyper réel et imaginaire. Disneyland est un modèle parfait de tous les ordres de simulacres enchevêtrés. C'est d'abord un jeu d'illusions et de fantasmes. Les pirates, la frontière, le future world, etc. Ce monde imaginaire est censé faire le succès de l'opération. Mais ce qui attire les foules, c'est sans doute bien davantage le microcosme social, la jouissance religieuse miniaturisée de l'Amérique réelle, de ses contraintes et de ses joies. On parque à l'extérieur, on fait la queue à l'intérieur, on vous abandonne totalement à la sortie. La seule fantasmagorie dans ce monde imaginaire est celle de la tendresse et de la chaleur inhérente à la foule, et celle d'un nombre suffisant et excessif de gadgets propres à entretenir l'affect multitudinaire. Le contraste avec la solitude absolue du parking, véritable camp de concentration, est total. Ou plutôt, à l'intérieur, tout un éventail de gadgets magnétise la foule en des flux dirigés. À l'extérieur, solitude dirigée sur un seul gadget, l'automobile. Par une extraordinaire coïncidence, mais cela tient sans doute de l'enchantement propre à cet univers, ce monde enfantin surgelé se trouve avoir été conçu et réalisé par un homme lui-même aujourd'hui cryogénisé. Walt Disney, qui attend sa résurrection par moins 180 degrés centigrades. Partout donc à Disneyland se dessine le profil objectif de l'Amérique, jusque dans la morphologie des individus et de la foule. Toutes les valeurs y sont exactées par la miniature et la bande dessinée, embaumées et pacifiées. D'où la possibilité. Elmarin l'a très bien fait dans Utopique, Jeu d'espace, d'une analyse idéologique de Disneyland, digest de l'American Way of Life, panégyrique des valeurs américaines, transposition idéalisée d'une réalité contradictoire. Certes, mais ceci cache autre chose, et cette trame idéologique sert elle-même de couverture à une simulation de troisième ordre. Disneyland est là pour cacher que c'est le pays réel. Toute l'Amérique réelle qui est Disneyland. Un peu comme les prisons sont là pour cacher que les sociales tout entier, dans son omniprésence banale qui est carcérale. Disneyland est posé comme imaginaire afin de faire croire que le reste est réel, alors que tout Los Angeles et l'Amérique qui l'entoure ne sont déjà plus réels, mais de l'ordre de l'hyper-réel et de la simulation. Il ne s'agit plus d'une représentation fausse de la réalité, l'idéologie. Il s'agit de cacher que le réel n'est plus le réel et donc de sauver le principe de réalité. L'imaginaire de Disneyland n'est ni vrai ni faux. C'est une machine de dissuasion mise en scène pour régénérer en contre-champ la fiction du réel.
D'où la débilité de cet imaginaire, sa dégénérescence infantile. Ce monde se veut enfantin pour faire croire que les adultes sont ailleurs, dans le monde réel, et pour cacher que la véritable infantilité est partout. Et c'est celle des adultes eux-mêmes qui viennent jouer ici à l'enfant pour faire illusion sur leur infantilité réelle. Disneyland n'est d'ailleurs pas le seul. Enchanted Village, Magic Mountain, Marine World, Los Angeles est encerclé de ces sortes de centrales imaginaires qui alimentent en énergie du réel, une ville dont le mystère est justement de n'être plus qu'un réseau de circulation incessante, irréel. Ville d'une étendue fabuleuse mais sans espace, sans dimension. Autant que de centrales électriques et atomiques, autant que de studios de cinéma. Cette ville qui n'est plus elle-même qu'un immense scénario et un travelling perpétuel a besoin de ce vieil imaginaire comme d'un système nerveux sympathique, fait de signaux d'enfance et de fantasmes truqués. Disneyland, un espace de régénération de l'imaginaire comme ailleurs, et ici même, les usines de traitement de déchets. Partout, il faut aujourd'hui recycler les déchets, les rêves, les fantasmes. L'imaginaire historique, féerique, légendaire des enfants et des adultes est un déchet. La première grande déjection toxique d'une civilisation hyper réelle. Disneyland est le prototype de cette fonction nouvelle sur le plan mental. Mais du même ordre sont tous les instituts de recyclage sexuel, psychique, somatique qui pullulent en Californie. Les gens ne se regardent plus, mais il y a les instituts pour ça. Ils ne se touchent plus, mais il y a la contactothérapie. Ils ne marchent plus, mais ils font du jogging, etc. Partout, on recycle les facultés perdues, ou le corps perdu, ou la socialité perdue, ou le goût perdu de la nourriture. On réinvente la pénurie, l'ascèse, la naturalité sauvage évanouie. Natural food, health food, yoga. Se vérifie, mais au second niveau, l'idée de Marshall Salins, selon qui c'est l'économie de marché et non du tout la nature qui sécrète la pénurie. Ici, aux confins sophistiqués d'une économie de marché triomphale, se réinvente une pénurie, signe, une pénurie, simulacre, un comportement simulé de sous-développé, y compris dans l'adoption des thèses marxistes qui, sous couleur d'écologie, de crise de l'énergie et de critique du capital, ajoute une dernière auréole ésotérique au triomphe d'une culture exotérique. Peut-être cependant une catastrophe mentale, une implosion et une involution mentale sans précédent guette-t-elle un système de ce genre, dont les signes visibles seraient cette obésité étrange ou incroyable cohabitation des théories et des pratiques les plus bizarres, répondant à l'invraisemblable coalition du luxe, du ciel et du fric, à l'invraisemblable matérialisation luxueuse de la vie et aux contradictions